l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui c'est le temps du quoi de neuf du mois d'août. Alors le mois d'août est un mois très rempli en nouveautés parce que au début du mois, Vincent est allé faire un tour à Gen Con et il nous a ramené un paquet de nouveaux jeux. Donc c'était le temps, il fallait prendre le temps de pouvoir tous les tester. Hein, c'est triste d'avoir à tester beaucoup de jeux comme ça. C'est toujours très très plaisant de pouvoir voir des nouveautés, pouvoir les essayer aussi. Vous allez remarquer aussi au courant des dernières semaines et des prochaines semaines, on va couvrir beaucoup de ces jeux-là pour essayer de faire des comptes rendus, des déballages ou encore des explications de règles, etc. Alors, je commence le mois en statistique. J'ai joué 71 parties de 23 jeux différents et là-dedans, il y en a 18 que c'était des nouveautés. Comme vous pouvez voir, le 23 jeux différents, 18 nouveautés. Je dirais que les nouveaux titres ont pris beaucoup de place. Comme j'expliquais, là, retour de Gen Con, il y a beaucoup de jeux que j'ai joués, mais que je vous parlerai pas parce que j'ai prépare des critiques. Donc, j'enligne quelques parties pour essayer de tester le jeu sous différentes configurations. Je veux pas faire juste une partie pour pouvoir vous donner mon impression, parce que des fois, ça peut être très erroné. La plupart des jeux, d'ailleurs, que je joue, quand je les joue avec un compte différent de joueurs, ou que je réessaye une autre stratégie, des fois, je vois plusieurs autres facettes très intéressantes du jeu. Dans cette liste-là, puis là, ça va être très, très rapide, Old West Impresario, un petit jeu de TMG Games que j'ai vraiment aimé. J'ai hâte de vous en parler. Le jeu Eternal, un deck builder, le jeu Era Medieval Age, qui est une espèce de jeu avec matériel absolument incroyable. Aussi, le jeu qui s'appelle Terror Below, qui est un jeu de pick up and deliver, avec un gros thème qui rappelle le film des années 90, Très mort. Sinon, c'est ça, c'est les jeux que je veux pas aller en détail trop parce que je vais vous en parler bientôt. Sinon, à la suite de Gen Con, bien sûr, on a fait la visite de l'Imaginaire. Donc, l'équipe de l'école du jeu, on s'est rendu aux 3 différentes boutiques Imaginaire. Donc, celle-là de Sherbrooke, où Vincent et JP sont allés. Ensuite, celle-là de Trois-Rivières, où moi et JP, on était là. Et après ça, je suis allé à Québec, dans ma petite ville de Québec, pour pouvoir aller passer du temps là-bas, pour pouvoir vous présenter les nouveautés du Gen Con. On a eu beaucoup de gens qui sont passés. Ça a été très agréable de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir partager notre passion, on a même pu s'installer, faire quelques petites parties. Et je commence mon compte rendu immédiatement avec une critique qui est parue à la chaîne. C'est le jeu Point Salad. Pour ceux qui n'ont pas vu la critique, vous pouvez aller voir sur la chaîne. C'est un tout petit jeu. Écoutez, le jeu dure même pas une dizaine de minutes. C'est un jeu de mots absolument savoureux, Point Salad, parce que pour ceux qui ne le savent pas, souvent c'est une expression qu'on utilise pour les jeux euros. Donc les jeux où on va faire un paquet de façons de faire des points. Donc beaucoup de jeux de Feld. Quel l'exemple de ça? Donc, c'est vraiment, on appelle ça une salade de points. Parce que si on va telle avenue, on va faire des points, à peu près n'importe quoi qu'on va faire va nous marquer des points. Et bien dans Point Salad, le but du jeu, ça va être de faire des points. Et pour faire ça, on va collecter des légumes. Donc, c'est un jeu de draft en tant que tel. Donc, ça va être des cartes qui vont être sur la table. On va les prendre, on va les mettre dans notre tableau. Donc, on a toujours le choix, soit qu'on prend 2 légumes ou on prend une carte de points. Et là, chaque carte de légumes est des deux côtés. D'un côté, il y a des points. Donc, c'est une façon de faire des points, souvent avec une configuration de légumes. Donc, pour chaque tranche de carottes et de tomates, vous allez faire 5 points. Pour chaque laitue, vous allez faire 3 points. Vous allez perdre 2 points pour chaque carotte que vous avez. Et après ça, il y a justement différents types de légumes. Donc, on va être amené au courant de la partie à aller chercher des légumes, essayer de se faire un petit tableau pour pouvoir essayer de maximiser nos points. Un jeu très très simple, okay? On se le cachera pas, c'est vraiment un jeu très très simple, mais je crois que ça va être un des jeux que je vais le plus jouer cette année parce que, sérieusement, on en fait les parties une après l'autre. Si on veut, il y a tellement de cartes différentes qui permettent de faire des points de manière différente, donc il n'y a pas une partie qui est pareille. Un petit jeu très très simple, mais vraiment agréable, Point Salad. Ensuite, un autre jeu que j'ai fait une critique à la chaîne, le jeu Curios. Curios, j'avais pas trop d'attente sur ce jeu-là. Quand je l'ai vu, je trouvais que le matériel avait de l'air beau. J'aimais bien le look si on veut, d'exploration, les petites gemmes, les petits cristaux là, qui sont des artefacts. Mais au final, c'est un autre jeu que j'ai joué beaucoup. Donc, c'est un jeu très très simple, une quinzaine de minutes par partie, mais j'ai vraiment trouvé ça plaisant parce que c'est un petit jeu de déduction, un petit jeu de bluff un petit peu. On va devoir placer des archéologues qui vont nous ramasser des artefacts. Et là, la valeur des artefacts, on ne sait pas quelle valeur ils vont avoir. Il y a des chiffres de 1, 3, 5 et 7 pour chacune des couleurs. Et là, tous les joueurs vont avoir une partie d'information. Donc, moi, je vais avoir des cartes en main. Je sais que ce ne sera pas telle ou telle carte, mais les autres joueurs vont également avoir de l'information cachée. Donc, au courant de la partie, on va être amené à dévoiler notre information tranquillement, pas vite, pour pouvoir retirer des bénéfices. Et là, on va devoir essayer de maximiser nos points en ayant cherché les artefacts qui valent le plus de points. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais c'est un petit jeu qui fait la job, puis vraiment agréable. C'est le jeu Curios.
Un autre jeu qui a eu une critique, le jeu Penny Lane. Penny Lane, je pense que dans tous les jeux que j'ai joués, c'est un des coups de cœur que j'ai eu. Donc oui, Point Salad va être un jeu qui va être énormément joué, mais Penny Lane a vraiment beaucoup de potentiel pour une petite boîte. Donc je trouve que la boîte est vraiment tout petite, mais le jeu est très très bien fait. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec des éléments de bâtissement de tableau, de tableau building. Donc c'est certain que ça va chercher dans mes cordes, mais j'ai trouvé que le jeu prenait beaucoup plus d'intérêt avec chaque partie. Donc la première partie, j'avais l'impression que peut-être quelque chose qui tournait un peu pas rond. J'aimais beaucoup le jeu, mais j'avais l'impression que l'argent était... Bon, bien sûr, l'argent est important, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme certaines cases, certaines actions qui étaient vraiment plus fortes que les autres. Mais en rejoignant plusieurs autres parties, je me suis rendu compte qu'on peut vraiment mitiguer ça. Et c'est vraiment un excellent petit jeu. Penny Lane de la compagnie Sparkworks, qui est vraiment un coup de cœur pour moi. Et là, on y va avec d'autres jeux, ceux-là qui n'ont pas nécessairement eu de critique. On va laisser un peu Gen Con de côté. J'ai joué au jeu qui s'appelle Explore It. C'est la boîte qui s'appelle Valley of the Dead King. Bon, en fait, en gros, c'est une série de jeux d'exploration. Donc, ça ressemble un peu à Dungeon Crawler quand on voit ça, mais c'est vraiment pas ça. C'est un World Explorer. Donc, on va explorer un monde. Donc, oui, certains, le groupe de ce jeu coopératif, les joueurs vont contrôler plusieurs héros et vont devoir se promener sur une carte. Et là, on va devoir essayer d'affronter le méchant. Et la base même du jeu, c'est de se promener pour pouvoir affronter les ennemis pour ce qu'on appelle, en anglais, il y a un terme qui s'appelle grinder. Donc, c'est vraiment de réussir à affronter beaucoup de monstres pour pouvoir monter de niveau et devenir plus fort et finalement être capable d'aller affronter le boss. Mais là, le boss, lui, va se promener sur la carte et il va essayer de détruire des villes. Donc, on a une espèce de petit timer qu'il faut se presser pour ça. Je dirais que le jeu est vraiment impressionnant parce que c'est différent un peu. On n'a pas de brassage de dés à qui mieux pour se battre, des choses comme ça. Bon, il y a des dés qui servent pour d'autres choses, mais j'ai trouvé que le jeu était agréable parce qu'on va se promener sur la carte pour essayer de battre des monstres, pour pouvoir essayer de gagner des niveaux, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que le jeu était, comme j'ai dit, différent de ce qu'on voit habituellement. C'est pas un jeu qui est nécessairement super peaufiné. C'est un jeu qui, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre ludique, mais j'ai vraiment apprécié mes parties. Je pense que je vais continuer d'y jouer. J'ai bien hâte. Là, j'ai pas réussi à gagner encore. On a fini par perdre. Mais c'est un très bon jeu et j'ai bien hâte de l'explorer encore plus. Sinon, un autre jeu, et là, celui-là, faut que je donne un thumbs up à Vincent, parce que Vincent a réussi à trouver un jeu absolument incroyable. Et là, ce jeu-là, c'est drôle, parce que souvent, on parle des jeux qui ont des bons mécanismes, des choses comme ça. Celui-là, en vérité, est un jeu vraiment ordinaire, mais qui est absolument exceptionnel. C'est le jeu Shop in Time. Pour ceux qui ne le savent pas, Shop in Time est un jeu qui n'est pas nécessairement une nouveauté. C'est un jeu qui est passé pas mal en dessous du radar, puis même que la plupart des places qu'on a vues où le jeu est en vente, est souvent en rabais. Donc c'est pas un jeu qui a un gros buzz, mais quand on l'a découvert, on a vraiment trippé. Et là, plein de monde autour de nous se sont mis à l'acheter. On a fait une commande des États-Unis pour l'importer. Le jeu Shop in Time, c'est quoi? C'est un jeu de draft qui ressemble étrangement à l'émission anglophone qui s'appelle The Price is Right. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va avoir un montant. Donc, le jeu se joue avec une application. Donc, il y a le cellulaire qui va servir pour ça. Et je trouve que le jeu est très, très rafraîchissant parce que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît. En gros, le pitch de vente, c'est que on va avoir un montant, bon, exemple 12,73, et on va devoir drafter des cartes pour que la valeur totale des cartes n'excède pas ce montant-là. Mais il faut se rapprocher le plus proche parce que le gagnant va être celui qui va être le plus près. Mais ce qui est intéressant, c'est que les objets qu'on va avoir, et là, on a une panoplie de cartes. La preuve, le jeu, c'est principalement un gros paquet de cartes qu'on va pouvoir scanner. Et ces cartes-là se trouvent avec des objets, mais à travers le temps. Donc, une bouteille de shampoing en 1953. Une tente portative en 1946. Un marteau en 2003. Donc, c'est vraiment un paquet d'objets comme ça. Et là, ce qu'on va faire, il y a un petit côté rapidité parce que là, on va avoir nos cartes, on va les prendre, on va en choisir une, on va la mettre de côté, on va passer le paquet et on va payer sur le bouton au milieu. Et là, tous les joueurs vont avoir un nombre limité de quelques secondes pour pouvoir faire leur choix et passer les cartes. Donc, ça a une espèce de petit côté frénétique. Et là, on va scanner. Et lorsqu'un joueur a 3 items ou plus, ou même il peut décider ça, on peut décider de se retirer lorsqu'on pense qu'on est proche du but. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, les autres vont continuer de drafter des cartes jusqu'à temps que tout le monde ait décidé. Et ensuite, on va scanner. Et là, c'est absolument délicieux. Et c'est des fois des petites niaiseries comme ça qui nous font vraiment chavirer sur un jeu. Mais là, on va prendre nos cartes et on va scanner. Et là, ça fait le son d'une caisse enregistreuse. Donc le bip, bip, quand on scanne les choses. Alors, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Comme je dis, c'est pas un jeu qui est mécaniquement parlant vraiment génial, mais on a tellement de plaisir. Et là, les joueurs vont y aller, vont scanner tous leurs objets et ça va leur donner leur total. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saura jamais quelle était la valeur de cette bouteille de shampoing à travers le temps. Puis, au départ, j'étais comme un peu, bon, c'est plate, j'aurais aimé ça savoir qu'est-ce qui valait quoi. Mais d'un autre côté, c'est que ça évite que si on joue souvent, qu'on sache le prix des objets. Donc, c'est certain que si je sais que c'est 1,33 la bouteille, ben là, les prochaines parties, je vais
devoir évaluer, tandis que le jeu veut vraiment qu'on prenne un guess, qu'on prenne une chance, puis je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Donc, on ne saura jamais la valeur exacte de chacun de nos objets, mais on va pouvoir aider à déduire des choses comme ça. C'est un jeu qui est très simple, on peut jouer en grand groupe, c'est un jeu que je ne serais même pas gêné de jouer à 7 ou 8 joueurs, je pense que ça se rend jusqu'à 8. C'est vraiment frénétique, c'est rapide, on va se dire, c'est niaiseux comme jeu, mais c'est vraiment agréable, le jeu Shopping Time. Ensuite, un autre jeu qui, lui, celui-là, c'est Joe qui est anciennement de la chaîne qui me l'a vendu. C'est un jeu de Queen Games qui a de l'air de pas grand-chose. C'est un jeu que j'ai souvent vu, il était souvent en rabais. Je l'ai pas acheté, mais avec des rabais absolument incroyables. Mais j'ai décidé de donner une chance à Paris Connexion. Paris Connexion est un jeu de train. Donc certains, on va regarder le plateau, un paquet de petits trains en bois. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est un jeu très, très simple. La preuve, ça prend à peu près 15-20 minutes une partie quand on a compris le concept, mais c'est un jeu qui offre une profondeur vraiment incroyable. Donc le but, ça va être quoi? Le but, ça va être de marquer des points en ayant des différentes compagnies de trains. Et là, comment ça marche? Habituellement, dans des jeux comme ça, on a de l'argent, on va investir sur des stocks de différentes compagnies, des actions de compagnies, on va essayer d'investir pour essayer de faire avoir des compagnies qui vont devenir prospères. Eh bien là, ce qu'on fait à notre tour, c'est très, très simple. On a deux choix. Soit qu'on va prendre jusqu'à 5 trains d'une compagnie, et là, ça, c'est la partie la plus longue du jeu, après avoir pris nos trains initiaux. Parce que ce qu'on va faire, je vous explique un peu le concept, on va au départ avoir un certain nombre de trains en arrière de notre paravent. Chacun de ces trains-là se trouve à être une action de la compagnie. Et à la fin de la partie, on va regarder les trains qu'on a en arrière de notre paravent et pour chaque train, il va avoir une certaine valeur. La valeur va être comment on va en fait prospérer les compagnies. Parce qu'en plaçant les trains, je reviens à l'action qu'on fait, prendre de 1 à 5 trains, donc on va les placer sur différentes cases. Et là, lorsqu'on va les placer sur des villes, la compagnie de train va prendre la valeur. Et là, à la fin de la partie, on va regarder en arrière de notre paravent et on va comparer avec les points de chacune des compagnies de train. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est justement de placer des trains, ou sinon, on peut échanger un train en arrière, donc une action de compagnie, la remettre sur le plateau et en prendre deux, de 1 à 2 d'une autre compagnie. Donc là, au courant de la partie, ça va être vraiment un jeu très où on va devoir essayer de déduire qu'est-ce que les gens y ont, parce que ça va être vraiment, vraiment serré. On va faire monter différentes compagnies. Exemple, la compagnie bleue va commencer à prendre beaucoup de valeur. On va voir tout le monde qui va prendre des bleus. Mais là, on va décider peut-être de placer des trains bleus pour les envoyer, si on veut, vers le nulle part, pour arrêter de faire prospérer la compagnie. Et là, tout le monde a pris des trains bleus, donc ils ne vendront pas grand-chose. Ils vont les échanger. Et là, ça amène un concept vraiment... Et c'est rapide. Et c'est un jeu que je serais même pas gêné de jouer jusqu'à 6 joueurs, parce que, comme je dis, je pense que même à 6 joueurs, on va tomber à une vingtaine de minutes. Puis 20 minutes pour un jeu qui offre une profondeur de décision comme ça, c'est plutôt rare. Et malgré le fait que le jeu look un peu ordinaire, il a l'air un peu quelconque, j'ai vraiment, vraiment été surpris par ce jeu-là. Des fois, ça arrive qu'on tombe sur un jeu qui nous surprend, mais Paris Collection, moi, c'était une grosse surprise pour moi et je suis bien content de pouvoir vous en parler. On continue avec un autre jeu, celui-là que j'étais très content de jouer. JP a fait un déballage de la chaîne. Éventuellement, là, lorsque le rush de Gen Con va être fait, je vais vous faire une critique. J'ai déjà enfilé plusieurs parties. C'est le jeu Adara. Adara est un jeu de draft, de civilisation un peu si on veut. Le jeu est très beau. Seul bémol, je le dis immédiatement, le jeu est un peu cher. Il se détaille en canadien, je pense, aux alentours de 70$, qui pour le matériel offert est peut-être un petit peu cher. Mais par exemple, malgré le prix un peu élevé, le jeu est absolument incroyable. Donc c'est un jeu de draft où on va devoir se construire un tableau de cartes. Bon, vous voyez venir un tableau builder, directement dans mes cordes. Et effectivement, le jeu le fait de manière vraiment clean. Donc, c'est vraiment un design épuré. Et là, les gens autour de moi rient un peu, parce que chaque fois que je parle de ce jeu-là, je dis le mot épuré, mais c'est vrai. Ils ont pris des mécanismes, ils les ont mis tellement bien fait. Le jeu est bien pensé. Il n'y a pas trop de stock. Le jeu est vraiment épuré et ça donne un design qui est absolument vraiment génial. Seul bémol, lorsqu'on joue à 5 joueurs, on va voir pratiquement toutes les cartes du jeu. Je dirais que c'est un petit peu décevant. J'aurais peut-être aimé savoir peut-être plus de cartes, plus de variabilité, mais si on joue à 3 joueurs ou 4 joueurs ou même 2 joueurs, parce que j'ai joué à vraiment toutes les configurations et j'ai été surpris que le jeu roule aussi bien, peu importe la configuration de joueurs. Et là, bien entendu, lorsqu'on joue pas avec le nombre de joueurs maximum, ben là, c'est certain que chaque partie va être différente parce qu'on va avoir des cartes différentes. Donc, Adara, un excellent jeu et je vous le conseille. On continue avec, Adara, je vous parlais que c'est un jeu qui a des mécanismes qui sont très bien ficelés, très bien faits. Et là, je vous parle d'un jeu qui, lui, a des mécanismes corrects. C'est pas un jeu exceptionnel, c'est un jeu de draft où on va devoir avoir certaines décisions à faire, mais
c'est le thème qui est absolument incroyable. Le jeu s'appelle Bargain Quest. Donc, dans Bargain Quest, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir une shop. Et oui, on va avoir un magasin et on va tenir différents objets et on va devoir vendre ces objets-là à des héros qui vont se promener puis qui vont venir voir qu'est-ce qu'on a à offrir. Donc, juste là, le thème me plaît vraiment beaucoup parce que on joue le marchand. Donc, le héros va venir avec son argent à lui et va devoir venir dépenser dans notre magasin. Et là, après avoir dépensé avec des objets qu'on va y avoir vendus, il va aller affronter un monstre et peut-être gagner. Ça va nous donner un peu de gloire parce qu'il va avoir gagné avec une armure signée Sylvain. Donc, c'est vraiment, ça va être bon pour moi. Ou sinon, ça se peut qu'il meurt. Puis ben, dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Un nouveau héros avec les poches pleines va venir dans un village pour venir dépenser de l'argent. Donc, le thème me plaît beaucoup. En gros, c'est vraiment ça. C'est un jeu de draft. On va drafter différents objets. Et là, on va avoir un certain mécanisme qu'on va devoir placer des objets dans notre vitrine pour essayer d'attirer les héros. Donc, les héros vont être attirés par des objets. Exemple, le guerrier va être attiré par des grosses épées et les grosses armures. Donc, si on met ça dans notre présentoir, le guerrier va venir à notre magasin. Et après ça, on va pouvoir lui vendre des cartes de nos mains. Les cartes sont limitées. Bon, certains, je pourrais pas lui vendre une cape de magicien ou des choses comme ça. Donc, on va devoir essayer d'évaluer les cartes qu'on va drafter selon les personnages qu'il va avoir là. J'ai trouvé qu'à 2 joueurs, le jeu a un mode 2 joueurs vraiment super parce que pour éviter de rendre le jeu moins... Parce que la dynamique est intéressante avec plusieurs personnages, donc il va y avoir plusieurs héros qui vont être là. Puis à plus de joueurs, c'est le fun parce que justement, il y a plusieurs héros, il y a beaucoup de cartes qui circulent. Tandis qu'à 2 joueurs, j'allais peur que ce soit un peu limité. Mais le mode à 2 joueurs fait comme un peu doubler ça. Et là, on a comme 2 héros, on va avoir 2 héros qui vont venir dans notre magasin et qui vont pouvoir venir dépenser. Donc le jeu prend une dimension vraiment, vraiment supérieure à ce que je pensais. Encore une fois, mécaniquement parlant, c'est un jeu qui est comme correct sans plus, mais le thème est vraiment génial et c'est pour ça que Bargain Quest est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc le jeu commence à arriver en boutique, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a un paquet de petits add-ons, de petites extensions qui viennent rajouter du fun là-dessus, mais Bargain Quest est un jeu vraiment original et c'est la raison pour laquelle je l'aime beaucoup. Et on continue avec un jeu que j'avais hâte, que j'ai backé le Kickstarter. Encore une fois, JP a fait une présentation du jeu The Artemis Project. The Artemis Project est un jeu de placement de dés, donc un peu un placement d'ouvriers, mais on va placer des dés. Selon la valeur des dés dans différents endroits, il va y avoir différentes actions, différentes choses possibles. En gros, moi, ce qui m'a plu de ce jeu-là, c'est le thème, parce que c'est une station spatiale sur une des lunes de Jupiter, Europa, où on va devoir arriver, et là, on va devoir construire des bâtiments. Le jeu se fait en 6 tours, donc c'est très, très rapide. Nos parties ont duré, j'ai joué 2 parties à date, peut-être après l'entour de 90 minutes. Je dirais que le jeu roule quand même assez vite pour ce qu'il offre. J'ai hâte de rejouer parce que là, j'ai un petit bémol. J'ai pas détesté mon expérience. J'ai même aimé ça. J'aime ce que le jeu nous offre. Il utilise des concepts très, très intéressants. Donc, pour aller chercher des ressources, des choses comme ça. La manière de placer nos dés, je trouve ça très, très bien pensé. Mais je sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose qui me chicote dans ce jeu-là. Je vais jouer plusieurs autres parties, comme je dis, pour pouvoir éventuellement vous en parler un peu plus. Mais Artemis Project est un jeu que j'avais très très hâte de jouer et j'ai très hâte de le réessayer pour essayer de voir un peu là, si le jeu prend son envol. Mais sinon, il y a plusieurs choses qu'il fait très très bien et j'ai bien hâte de pouvoir continuer à y jouer. On continue avec un jeu que j'ai parlé il n'y a pas trop longtemps dans ma série de top à travers les années. On était rendu, je pense, en 2016. Je pense que c'est en 2016, oui. Et ce jeu-là a fait mon top. C'est le jeu de Manhattan Project Energy Empire. Et là, ça faisait longtemps que j'y avais joué. Parce que je regardais mes statistiques, puis ça devait faire pratiquement 2 ans que je n'y avais pas joué. Mais pourtant, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis il est toujours très très haut dans mes tops. Puis quand je le regarde, c'est vraiment un jeu qui est vraiment génial. Et là, on était avec des amis, je ne savais pas trop quoi sortir. Et on va jouer à ce jeu-là. Et là, notre partie a été très, très rapide. Je dirais peut-être 1 heure à 3 joueurs pour un jeu qui offre des décisions tellement intéressantes. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui est très, très intelligent, très, très agréable. Il y a un thème très, très intéressant avec l'énergie, avec la pollution. On va devoir gérer la pollution qu'on va avoir sur notre plateau de jeu. Je trouve que ce jeu-là tire tellement de ficelles qui sont tellement intéressantes. Le jeu offre tellement de choses. Le jeu est complet. Puis même, le jeu a également un mode solo disponible sur Internet. Mais que en gros, le président de la compagnie avait préparé un Kickstarter aussi pour le mode solo. Malheureusement, il est décédé, donc là, le projet est mis en attente, etc. Mais la variante est disponible sur Internet. Ça rajoute un mode solo très, très intéressant parce que ça donne un automa. Et là, l'automa va marquer des points, il va être très, très agressif. Donc, moi, les gens quand vous m'écoutez un peu, j'en ai parlé souvent, moi, un jeu solo, pour que ça m'intéresse, ça me prend un automa, ça me prend un challenge. Je veux pas juste battre mon propre score. Puis, dans la boîte d'Energy Empire, il y a un mode solo qui se dit de battre son propre score, ça m'intéressait pas. Mais là, avec l'automa, il tire des cartes, il fait des points, il fait avancer la partie, donc il met énormément de pression et ça rend le jeu vraiment, vraiment génial. The Manhattan Project, Energy Empire, un excellent jeu.
On continue, et là, c'est pratiquement, je pense que c'est le dernier jeu que je veux vous parler. Ceux-là qui me connaissent savent, je suis un grand fan de Imperial Settlers. Et lorsque le prochain jeu de la série, qui s'appelle Empires of the North, a été annoncé à Gen Con, c'était mon boss de Gen Con. C'était le jeu que j'avais vraiment hâte d'avoir. Donc, j'ai mandaté Vince de m'acheter une copie coûte que coûte, même si je savais qu'on allait payer plus cher pour avoir la copie à Gen Con. Je voulais absolument avoir ce jeu-là, parce que à la base, c'est un successeur un peu d'Imperial Settlers. C'est pas une extension. Le jeu reprend beaucoup de concepts du jeu original, mais c'est pas une copie conforme. Donc c'est drôle à dire parce que c'est difficile à saisir. Parce que le jeu reprend beaucoup de concepts qu'on connaissait déjà, rajoute des choses différentes, et je pense que les deux peuvent facilement coexister dans ma bibliothèque. J'ai joué déjà 3-4 parties d'Empire of the North. J'ai joué différentes factions. Je trouve ça le fun parce que chaque faction se joue de manière complètement différente. Donc, dans Imperial Settlers, l'original, les joueurs avaient accès à des cartes de faction et des cartes communes. Donc, on devait bâtir notre tableau avec des cartes communes et des cartes de notre faction. Dans Empires of the North, eh bien là, on a mis de côté le deck commun et là, chaque faction a son deck de cartes unique et fait les choses de manière différente. Donc, les joueurs vont avoir différentes façons de faire des points et le but, ce qui est le fun, je pense, à ce jeu-là, c'est de trouver le filon à exploiter de ton clan et ensuite de l'exploiter. Tableau building, c'est une course aux points aussi parce que le premier joueur à avoir 25 points va amener la fin de la partie, donc on va essayer de s'enligner dans le round pour essayer de marquer plus de points, des choses comme ça. J'ai vraiment trouvé que le jeu était vraiment exceptionnel. J'ai bien hâte d'y rejouer. Ça, je vais vous faire une critique détaillée de ce jeu-là parce que c'est vraiment le genre de jeu qui rentre directement dans mes cordes. Bon, je pense que ça fait assez de jazzette. J'ai essayé de parler en rafale de tous ces jeux-là. C'est toujours le fun pour le Quad 9 de prendre le temps, de pouvoir vous parler de beaucoup de jeux, même si on ne s'attarde pas longuement à chacun de ces jeux-là. C'est toujours agréable de pouvoir vous parler un peu de tous les jeux auxquels on joue et qu'on peut tester parce qu'on en essaie beaucoup et ça nous fait tellement plaisir. C'est le fun de pouvoir partager notre passion avec vous. Puis le fait que vraiment vous soyez là, ça se trouve à rendre notre tribune encore plus amusante. Et vous, quel a été votre coup de cœur du mois? Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. S'il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent un peu plus, également, gênez pas de me poser des questions ou simplement me demander si quand je vais faire une critique de tel ou tel jeu. On a un horaire assez chargé depuis Gen Con, mais on va toujours quand même prendre le temps de pouvoir vous en jaser et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous lire également. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up à la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sinon, on se dit à la prochaine!